En fait, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. La résilience, c'est l'affaire de tous. On embarque les métiers, en fait, dans notre résilience et la capacité à remonter, finalement, un système d'information ou une activité. Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par Silicon.fr en partenariat avec Splunk, une entreprise de Cisco. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Résilients. Aujourd'hui, nous allons parler de résilience opérationnelle dans le secteur de l'économie avec une institution française et nous serons aussi en même temps au cœur d'une association de référence pour la cybersécurité puisque notre invitée vient avec ses deux casquettes aujourd'hui, directrice de la cybersécurité du groupe Caisse des Dépôts et présidente du CLUSIF. Bonjour Odile Dutil. Bonjour à tous. Et bonjour à ma complice des Résilients, Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk, une filiale de Cisco. Hello Audrey. Hello, bonjour à tous les deux. Odile, vous le savez sûrement, chaque épisode de ce podcast commence par une histoire de résilience à laquelle vous allez pouvoir répondre, réagir. Audrey, c'est à toi. Et je vous emmène en mars 2019. Le géant mondial de l'aluminium, Norsk Hydro, se réveille dans le noir numérique. Le ransomware Locker Goga a verrouillé des milliers de serveurs. Les usines s'arrêtent, les chaînes de production sont figées. Baisse des actions, hausse des prix du matériau, c'est le chaos total. Odile, est-ce que vous vous souvenez de cet épisode et de ce que vous faisiez à ce moment-là et comment vous avez réagi ? Alors oui, je n'étais pas encore dans le domaine de la cybersécurité, mais néanmoins j'en avais entendu parler, bien sûr, puisque c'était quand même un épisode assez marquant. J'étais chez Orange et je travaillais sur la sécurité des réseaux à l'époque. Alors à ce moment-là, ce qui va frapper, ça va être la réaction de cette organisation, parce que plutôt que de payer la rançon, ils vont décider de tout couper. Ils vont ressortir les carnets, les crayons, basculer en mode manuel pour sauver ce qui peut être sauvé. Et surtout, ils vont choisir une transparence radicale. Ils vont communiquer en direct sur Facebook avec leurs clients et avec leurs employés. Alors Odile, qu'est-ce que vous pensez de cette approche, notamment sur le fait de communiquer comme ça sur une crise cyber, mais vraiment dans la transparence ? Alors je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Vraiment, ils ont bien réagi parce que c'était pas évident. À l'époque, il y avait quand même une notion de shame. Oh là là, je me suis fait attrapés par des hackers. Et en fait, ils ont bien réagi, ils ont communiqué en toute transparence, ils ont vraiment donné les informations et surtout, ils n'ont pas payé la rançon. Exactement. Et en fait, ils ont même fini par reconstruire leur système en un temps record. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont transformé une crise qui avait tout pour être dévastatrice pour l'organisation en une démonstration de force. Et Norsk Hydro, il a prouvé par là que la résilience, c'était pas qu'une question de défense, c'était vraiment une culture en fait. Odile, est-ce que ça vous parle, cette idée de culture de la résilience qui peut devenir vraiment une force pour les organisations ? Oui, il y a plusieurs exemples d'ailleurs de sociétés qui ont réagi comme ça, qui ont rebondi et qui se sont appuyés sur ces expériences finalement pour en faire une vraie valeur business et montrer que eux sont résilients. Donc c'est un excellent exemple. Et bien justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, cette capacité à transformer finalement une vulnérabilité qui aurait pu détruire l'organisation en levier de confiance. Donc je vous invite à rentrer dans le cœur du sujet avec Bertrand et moi. Exactement Audrey, merci pour ce récit d'ouverture, merci pour vos réactions Odile Dutil. Je rappelle que vous êtes directrice de la cybersécurité du groupe Caisse des Dépôts et présidente du CLUSIF, donc on commence évidemment par le commencement. Quelles sont en quelques mots les missions de la Caisse des Dépôts ? Alors la Caisse des Dépôts, en fait, c'est deux grands métiers. Un métier bancaire, donc nous hébergeons les comptes des notaires. Nous sommes également des prêteurs de long terme. Nous prêtons de l'argent sur 60 ans aux collectivités locales, territoriales. Et nous investissons aussi de long terme dans l'économie française via des prises de participation dans certaines sociétés. Je peux vous donner l'exemple d'Orpea qui est devenu maintenant Emeis avec une participation donc importante de la Caisse des Dépôts. Et puis le deuxième grand métier, c'est ce qu'on appelle la direction des politiques sociales. Là en fait, ça concerne le versement des retraites de 7 millions de fonctionnaires, mais aussi nous sommes un opérateur de plateforme pour le mandat de l'État. Comme Mon Compte Formation, là tous les salariés qui soient publics ou privés sont concernés, mais aussi la plateforme handicap ou Cyclades
pour les comptes en déshérence. Odile, je parlais en intro de résilience opérationnelle parce que c'est vraiment le terme que vous préférez à cyber-résilience quand il s'agit de protéger des missions d'intérêt général qui sont aussi critiques que la gestion des retraites ou le financement des territoires pour la Caisse des dépôts. Est-ce que c'est très différent d'une entreprise privée classique ? Alors, en fait, moi, j'aime bien le terme de résilience opérationnelle parce que ça fait référence au fait qu'en cas de cyberattaque, en cas de panne informatique, en cas de vol de données, finalement, une entreprise, une institution, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, va pouvoir continuer, même en mode dégradé, son activité cœur. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que ça veut dire que tout le monde, tous les collaborateurs de l'entreprise sont embarqués et ce n'est pas juste un problème technique, c'est un problème aussi d'organisation et de résilience de l'ensemble de l'entreprise. C'est pour ça que j'aime bien ce terme-là. Est-ce que à la Caisse des dépôts, on a un rôle particulier ? Oui, forcément, puisqu'en fait, nous protégeons aussi les données des Français. Et donc, nous avons à ce sens-là un rôle particulier, mais finalement, toute entreprise doit vraiment protéger ses données critiques. Et vous parliez d'organisation à la Caisse des dépôts. Ce qui est intéressant, c'est que vous reportez pas directement à la DSI. Et qu'est-ce que ça change pour vous, du coup, en tant que RSSI ? Alors, en fait, dans le milieu bancaire, on est organisé en 3 lignes de défense. Donc, on a une première ligne de défense avec le CERT, le SOC, donc les équipes de réponse à incidents, qui sont des équipes opérationnelles qui, elles, rapportent à la partie DSI. Après, on a la partie gouvernance de la cybersécurité, mais aussi une partie technique qui sont donc en 2e ligne de défense. Donc ça, c'est mon rôle en tant que directrice cybersécurité. Et puis la 3e ligne de défense, ça, c'est plutôt l'audit technique. Donc, en fait, moi, je suis dans une organisation qui est parallèle, effectivement, au DSI. Donc, ça veut dire que je suis à la fois un contre-pouvoir, mais aussi un partenaire. Et donc, c'est ce rôle-là qui est intéressant. On a vu, en fait, que le rôle des CISO a beaucoup évolué depuis 20 ans. On est passé vraiment d'un rôle très, très technique où le RSSI faisait de la configuration de firewall à un rôle où maintenant, on est en partenariat, en business partner, vraiment, avec la direction informatique, mais aussi nos directions métiers, pour pouvoir développer des applicatifs informatiques. Et maintenant, le CISO, en fait, il parle réglementaire, il parle juridique, il parle des informations, il parle géopolitique. Et en fait, tout ça, il le fait aussi avec son COMEX, voire son conseil d'administration et des administrateurs. À la Caisse des dépôts, c'est une commission de surveillance. Donc moi, je parle avec des députés, des sénateurs, qui en fait donnent leur avis, leur point de vue sur notre gouvernance. Et puis peut-être que c'est même un rôle qui va évoluer plus encore. Là, je fais référence à la nomination récente de Guillaume Poupard au conseil d'administration de BNP Paribas, où en fait on voit que le rôle de la cybersécurité est vraiment au cœur finalement du jeu dans une banque, dans une grande banque systémique. C'est pour ça qu'ils ont voulu le placer là et avoir un regard, un apport technique différent. Donc voilà, on est sur une évolution du rôle et évidemment donc des profils des RSSI. Vous venez de le dire, le ciseau fait dans le réglementaire et en 2026, on ne peut pas passer à côté des régulations européennes et françaises comme NIS2 et DORA qui font partie du paysage. Comment est-ce que vous avez-vous abordé DORA à la Caisse des dépôts et en quoi ça participe à votre résilience ? Alors, le cœur de DORA, c'est la résilience opérationnelle. C'est d'ailleurs ce que ça veut dire. Et donc, à la Caisse des dépôts, nous, on s'est complètement, réorganisé. C'est-à-dire que moi, mon rôle à la Caisse des dépôts, c'est la maîtrise des risques SI et SSI, donc au sens DORA du terme, donc la maîtrise des risques TIC. On s'est organisé en considérant que c'était une réglementation sur la cybersécurité et que notre enjeu, ce n'est pas une mise en conformité, mais une montée vraiment à un état de l'art de la cybersécurité dans la banque. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'a abordé. D'ailleurs, le programme DORA, il est porté dans mes équipes. Donc, on a considéré que les réglementations, que ce soit NIS2 ou que ce soit DORA, elles sont là finalement pour nous faire monter en maturité. On a revu complètement notre plan stratégique cyber à l'aune de DORA. Donc, ça a changé beaucoup de choses. C'est le moment du podcast où on va parler d'intelligence artificielle. On ne pouvait pas faire autrement. Souvent, on le voit comme un super pouvoir pour les défenseurs. Mais concrètement, chez vous, chez Caisse des dépôts, comment vous l'intégrez ? Et de quel type d'IA on parle en fait concrètement ? Est-ce que c'est de la Gen AI, de l'IA agentique ? Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, on a plusieurs choses.
on a l'IA pour la cyber, et c'est ce à quoi vous faites référence, Audrey. Donc là, on est sur le système de défense. On a nos équipes de réponse à incidents, donc le SOC, le CERT, qui utilisent l'IA pour détecter, par exemple, des comportements dits déviants, donc des comportements qui ne sont pas normaux. On utilise aussi des sondes réseau, NDR, avec des logiciels à base d'IA, qui nous permettent aussi de détecter du trafic qui soit malveillant, en tout cas du trafic anormal, et détecter les signaux faibles. Donc ça, c'est pour les équipes techniques. Et là, on parle d'IA agentique. Après, on a la cyber pour l'IA. Et donc là, on parle de l'IA qui est plutôt intégrée dans les métiers, donc IA générative ou IA agentique. Et là, on parle de quoi? On parle de l'encadrement du risque, en fait. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi une gouvernance. On a rédigé une PSSI, une politique de sécurité des systèmes d'information qui est dédiée aux environnements IA. On a aussi amendé notre charte d'utilisation des ressources pour que les collaborateurs soient vraiment au courant de quelle IA ils peuvent utiliser et comment, dans quelles conditions. Parce que demain, ce qu'on voit bien, c'est que les collaborateurs, ils vont utiliser une IA, ils vont faire un petit prototype finalement du besoin applicatif qu'ils ont, et puis ils vont venir voir la DSI en disant voilà, moi c'est ce dont j'ai besoin, mais maintenant c'est à vous de l'industrialiser. Donc on va avoir une évolution aussi de la relation avec la partie DSI. On a parlé de votre casquette Caisse des dépôts, mais vous en avez aussi une autre. Vous êtes présidente du CLUSIF. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de cette structure? Alors le CLUSIF, c'est une association à destination des professionnels qui regroupe à la fois un collège d'éditeurs de solutions, qu'on appelle les collèges acteurs, mais aussi des avocats, et puis un collège utilisateur, donc plutôt des responsables cybersécurité, directeurs cyber, RSSI, voilà. Et donc à parité. On est à peu près 50-50. On représente 550 entreprises, vraiment de toute taille, que ce soit du CAC 40 aux startups, donc vraiment un panel très large. Et on représente 1500 environ personnes physiques, puisque on a la possibilité d'avoir une multi-adhésion. Par exemple, la Caisse des dépôts, on a 5 adhésions physiques, donc la personne morale Caisse des dépôts est incarnée finalement par 5 personnes physiques qui sont représentantes au CLUSIF. Et puis, on a aussi la particularité d'être reconnue d'utilité publique. On est la seule association en cybersécurité à être reconnue d'utilité publique. Ce qui nous donne un rôle finalement particulier. La reconnaissance d'utilité publique, c'est vraiment, je suis reconnue pour ce que j'ai fait, donc ça éclaire le passé, mais nous on veut aussi éclairer l'avenir et s'appuyer sur cette reconnaissance pour pouvoir mener des projets dans le domaine de la cybersécurité en se basant sur le mécénat de compétences. Et donc au CLUSIF, on trouve un partage d'informations, on trouve des livrables, on trouve des conférences aussi, beaucoup, et donc de l'expertise. C'est vraiment un creuset où on réfléchit ensemble à des solutions, qu'elles soient techniques ou organisationnelles. Et donc justement, comme vous êtes en contact avec des personnes d'entreprises très variées, ces membres du CLUSIF, est-ce que vous voyez des tendances par rapport aux principales menaces ou des défis actuels qui vont ressortir dans leur groupe de travail, dans ce qu'ils vont venir apporter à l'association ? Alors en fait, on traite de plusieurs risques. On traite de risques classiques, donc le ransomware typiquement, là on peut faire référence à l'affaire Jaguar Land Rover qui a beaucoup défrayé la chronique. On traite aussi de fuite de données, et là malheureusement la France détient un triste record pour avoir perdu les données à caractère personnel de plusieurs millions de Français, et l'affaire ANTS est assez aussi emblématique. Et puis on parle des risques classiques comme le déni de service. Je fais référence à la cyberattaque contre la Poste pendant les vacances de Noël. Mais on parle aussi de risques émergents. On parle d'IA, évidemment, qui est à la fois un accélérateur, un risque, une opportunité. Donc voilà, on parle beaucoup de ça. On parle aussi d'enjeux, de dépendance numérique, l'importance de cartographier finalement ces dépendances numériques. Moi, je préfère le terme dépendance numérique à souveraineté numérique. Je pense qu'il est important de savoir finalement quelles données on doit protéger, comment, et de savoir avec quels fournisseurs on travaille. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup. Et puis c'est aussi pour répondre au risque de kill switch. Nos adhérents sont très préoccupés par le fait qu'un fournisseur qui ne serait pas européen puisse décider de ne plus mettre à jour en fait ses logiciels dans la configuration de son entreprise. Je fais référence à par exemple Cloudflare qui avait menacé le comité des JO d'hiver italiens milanais de couper le service si la CNIL italienne ne retirait pas son amende. Donc il y a certainement eu des négociations, mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que c'est un risque qui est avéré.
aujourd'hui. Et donc c'est ça qui fait que c'est quelque chose dont on prend beaucoup conscience et voilà, dont on traite aussi dans les groupes de travail qui sont menés par nos adhérents. Le kill switch, c'est vraiment un des sujets principaux dont on parle en ce moment dans le secteur de la cybersécurité. Vous, ce que vous prenez, c'est une cybersécurité ouverte, en fait, qui va vers d'autres métiers, c'est-à-dire que ça concerne aussi les RH, le juridique, la finance. Pour vous, est-ce que la résilience, on s'en doute un petit peu d'ailleurs, est devenue un sport d'équipe qui dépasse largement les frontières de la DSI ? Oh, tout à fait. En fait, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. La résilience, c'est l'affaire de tous. J'en parlais en introduction. Moi, j'aime beaucoup le terme de résilience opérationnelle parce qu'on embarque les métiers, en fait, dans notre résilience et la capacité à remonter, finalement, un système d'information ou une activité. Aujourd'hui, dans notre environnement professionnel, les ciseaux, ils parlent beaucoup avec le juridique pour tout ce qui concerne les réglementations. Ils parlent beaucoup avec le RH pour tout ce qui nous ramène aussi au recrutement des personnes, aux différents profils auxquels on peut faire appel, puisque dans la cybersécurité, les métiers sont très divers. Donc, il est important aussi d'avoir une vue là-dessus. Et puis, on parle finance quand on est dans une banque, mais de toute façon, on parle finance quand on élabore son budget. Donc, vraiment, le RSSI a un rôle maintenant où on est au centre des préoccupations aussi de l'entreprise. Et donc, finalement, il est normal qu'on aille vers d'autres associations, typiquement l'AMRAE pour le risk management, les trésoriers, la FTE, parce que on parle aussi de ces métiers-là. La FCDP pour les données à caractère personnel, l'association des DPO, et puis le CESIN aussi pour l'association des RSSI. Donc voilà, on est vraiment au centre, on est un business partner dans une entreprise, et donc moi je considère qu'il faut que ce soit représentatif aussi de notre Plusif qui est au centre d'un monde en cybersécurité, mais ouvert. Et vous disiez aussi, ce qui est important, c'est que tout le monde participe à bien lister en fait les données les plus sensibles à protéger, que tout le monde soit impliqué. Et une autre chose intéressante, c'était cette notion de durée de validité d'une donnée. Comme un critère aussi, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de cette notion ? Alors, en fait, la donnée, quand elle est dans une entreprise, elle a effectivement différents états. Par exemple, à la Caisse des dépôts, un domaine que je connais bien, la Caisse des dépôts veut investir dans une société. Tant que ça est resté en interne, tant qu'on a des négociations en cours, ça reste secret. Et puis à un moment, on a un communiqué de presse, on fait l'annonce et là ça devient public. Donc c'est vraiment les deux extrêmes. On est passé de quelque chose de très secret à quelque chose qui devient très public. Et donc forcément, les moyens mis en œuvre pour protéger cette donnée, ce ne sont pas les mêmes si on est avant la phase de publication ou après la phase de publication. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans le niveau de protection, le niveau d'hébergement des données, pour savoir exactement ce qu'on fait et comment on le fait. On peut très bien avoir du chiffrement à un moment, et à un moment, l'étape d'après, dire non, maintenant c'est public, c'est tombé dans le domaine public, donc on le met à la disposition de tous. Voilà, c'est un exemple un petit peu extrême entre le secret et le public, mais finalement c'est quelque chose qui arrive tous les jours dans les sociétés. Pour tous ceux qui nous écoutent et que ça peut vraiment intéresser, je signale que le Clusif met à disposition des documents et je crois, Odile, que vous avez un guide PSSI par exemple. Oui, tout à fait. On a rédigé un modèle de PSSI dédié à l'IA. Il nous a semblé important d'ailleurs de ne pas le réserver à nos adhérents, mais de le mettre à disposition de tous. D'habitude, le Clusif réserve pendant 6 mois ses publications aux adhérents, mais étant donné toutes les questions qui se posaient autour de la sécurisation du cadre de gouvernance pour encadrer les risques liés à l'IA, on s'est dit que c'était une bonne idée de le mettre à disposition de tous. Donc, c'est un document qui est disponible maintenant sur le site du Clusif depuis 2024. Nous avons aussi édité un petit flyer qui parle de la sécurisation de l'IA selon le niveau de maturité de son entreprise. Et puis, on a aussi des livrables sur tout ce qui est la souveraineté numérique, l'hébergement dans le cloud, et puis notre replay de Panocrime, qui est une des conférences tous les ans, phare finalement du Clusif, qui revient sur le panorama de la cybercriminalité. Dernière interrogation, juste avant qu'on passe aux 2 questions ultra traditionnelles de ce podcast. Quel retour d'expérience de crise pouvez-vous partager avec nous ? Qu'est-ce qu'elles vous ont appris ? Alors, ce qu'elles m'ont appris, on va dire que les crises en général, elles n'ont pas qu'une cause, racine, elles en ont souvent plusieurs. Sinon, on est plutôt dans quelque chose de maîtrisé. Elles ont comme particularité aussi souvent de toucher des collaborateurs de l'entreprise. Le phishing est un vecteur d'attaque, on le sait.
Donc les collaborateurs finalement se retrouvent en première ligne de défense, eux aussi. Ils sont devenus des acteurs opérationnels et pour moi il est vraiment important de continuer toutes les actions de sensibilisation. Ça c'est aussi une des leçons. Et enfin, la troisième leçon que j'en tire, c'est l'importance des exercices de crise. Il est vraiment important de s'entraîner. C'est comme au sport finalement. Il faut s'entraîner pour vérifier qu'on a bien toutes les cartes en main le jour où la crise arrivera. Évidemment, on peut établir des plans. Ils ne seront jamais suivis, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant dans un exercice de crise, c'est savoir que, on peut mobiliser les collaborateurs et son environnement technique rapidement. C'est de bien identifier cette faiblesse pour pouvoir y répondre. Se rendre compte des impacts aussi. Réaliser que les risques, c'est pas des risques comme ça qui sont juste une idée. C'est des choses qui peuvent survenir. Comment ? Et voilà, c'est toujours très important de pouvoir s'entraîner. Et il existe de très bons guides de l'ANSSI pour établir un exercice de crise avec des exemples que vous pouvez retrouver et qui sont mis à disposition. Et au-delà de l'entraînement, est-ce qu'il y a une crise en particulier que vous pouvez partager avec nous et qui vous a marqué ou qui vous a vraiment fait évoluer peut-être ? Alors, on a eu évidemment malheureusement des fuites de données sur des sites qui sont en fait des portails pour les employeurs. Comme je vous ai dit, dans la direction des politiques sociales, on a un portail employeur, donc un portail qui est mis à jour par des employés, quelquefois des employés de mairie. Et donc un hacker a usurpé l'identité d'un collaborateur de la DSI de la Caisse des dépôts. Et il a obtenu ce qu'on appelle les credentials, donc les logins et mots de passe, d'un employé de mairie qui se connectait sur ce portail. Et il a pu extraire les données à caractère personnel d'élus ou de citoyens. Il y avait une base assez large. On a eu une alerte assez rapidement, donc on a pu contenir la crise assez rapidement. Mais ce que ça nous a montré, c'est qu'en fait, les portails sur lesquels peuvent se connecter des tiers qui ne sont pas collaborateurs internes de la Caisse des dépôts, en fait, présentent des fragilités spécifiques. Et donc, on a résolu ces failles. Voilà. Merci pour ce retour. On arrive à la question habituelle. Est-ce que vous pouvez nous recommander une super-héroïne ou un super-héros du numérique pour un prochain épisode et pourquoi en quelques mots ? Alors, on parlait d'ouverture, voilà, aux autres métiers. Moi, j'aimerais vous proposer François Baume, qui est le président de l'AMRAI, qui travaille sur la partie assurance, parce que aujourd'hui, on a une thématique très importante de la cyberassurance. Et comment, finalement, la cyberassurance est aussi un élément de protection. C'est devenu quelque chose vraiment de central. Il est important pour les entreprises, quand elles sont face à une cyberattaque, de pouvoir faire appel à leur cyberassureur. Donc avoir en amont vraiment bien négocié leur cyberassurance. Et puis ça leur donnera, en plus du porter plainte, ça leur donnera accès aussi à des sociétés qui travaillent en réponse à incidents. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi proposer François. Merci. Et si vous pouviez avoir un super pouvoir dans le cadre de votre travail, ce serait quoi ? Alors moi, j'aimerais bien avoir le pouvoir de prédire l'avenir. Sans être Madame Irma, c'est vrai que nous réalisons tout un panel de veille, que ce soit de la veille technique ou de la veille stratégique, voilà, pour essayer de mettre en lien ce qui se passe dans le monde au niveau géopolitique avec les attaques qu'on voit, parce qu'il y a un lien qui est assez évident. Et c'est vrai que tous les bouleversements qu'on voit aujourd'hui m'amènent à me dire que ce serait bien de pouvoir prévoir l'étape d'après, en fait. Merci beaucoup, Odile Dutil. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, une filiale de Cisco, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. Audrey Williard a signé, comme d'habitude, l'écriture de l'histoire d'intro et l'accompagnement éditorial du podcast. Merci Audrey. Merci à vous. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison 3 des Résilients. On se retrouvera comme chaque année en juin pour le podcast hors série sur la vision à 5 ans de nos différents et différentes invités. Et puis la rencontre avec eux tous dans un studio vidéo. N'oubliez pas pour finir que vous pouvez retrouver tous les épisodes des 3 saisons précédentes des Résilients sur toutes les principales plateformes de podcast. Notre conseil: abonnez-vous pour profiter au mieux et ne ratez aucun nouveau numéro. Et si vous avez apprécié celui-ci, merci de partager et même de nous donner quelques étoiles. À très bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la résilience numérique. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées.
Et pour plus de cas concrets en matière d'observabilité et de sécurité, rendez-vous sur le site de Splunk.